Chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de recevoir Expression, cette émission qui donne la parole à tous les acteurs de la culture négro-africaine. Dans cette aventure, j'ai le plaisir d'être accompagné de Innocente Courant. Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Professeur de lettres. Souley Agara, professeur de lettres également. Souley Agara, Souley, bonsoir. Bonsoir Paul. Mais également le plaisir de recevoir, et l'honneur d'ailleurs, de recevoir M. Mactar Sylla en tant qu'expert en communication et président directeur général de Label TV. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la tragédie du roi Christophe, de l'écrivain martiniquais Aimé Césaire. Ensuite, nous interpellerons personnellement M. Sylla pour quelques questions concernant le fonctionnement de la grande maison qu'est Label TV. Et ensuite, nous terminerons par nos deux rubriques présentées par Souley et Innocente. Bonsoir, M. Sylla. Bonsoir, M. Courant. Merci d'avoir accepté d'honorer de votre présence ce plateau. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la tragédie du roi Christophe, de l'écrivain martiniquais Aimé Césaire. Aimé Césaire, je vais d'abord vous le présenter. Aimé Césaire est né le 26 juin 1913 à Basse-Pointe, à la Martinique. Écrivain et homme politique français, à la fois poète, dramaturge, essayiste, biographe. Il est fondateur et représentant majeur littéraire de la négritude avec Léopold Sédar Senghor. C'est un anticolonialiste résolu. Son œuvre est immense, mais nous retenons aujourd'hui, comme je l'ai dit, de parler de sa pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe. Mais avant d'aller plus loin, vous allez suivre en même temps que nous cet élément que nous vous présentons. On comprendra qu'il n'a plus en face de lui qu'un général rebelle. Et puis, cela n'a pas d'importance. Si vous voulez une réponse officielle, une réponse noble, comme les aiment nos Solons et nos Lycurgues de Port-au-Prince, dites-leur que je regrette qu'en la circonstance, et par esprit d'animosité contre ma personne, il n'ait pas compris qu'à l'heure actuelle, et au milieu de nos traverses, le plus grand besoin de ce pays, de ce peuple qu'il faut protéger, qu'il faut corriger, qu'il faut éduquer, c'est la liberté. La liberté, sans doute, mais pas la liberté facile. Et c'est donc d'avoir un État, oui, monsieur le philosophe, quelque chose grâce à quoi ce peuple de transplantés sans racines boutonne, s'épanouissent, lançant à la face du monde les parfums, les fruits de la floraison. Et pourquoi ne pas le dire, quelque chose qui, au besoin par la force, l'oblige à naître à lui-même et à se dépasser lui-même. À qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la traite, la déportation, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, que tous, ils ont reçu plaqué sur le corps au visage l'omnignant crachat. Nous seuls, madame, vous m'entendez? Nous seuls les nègres. Alors au fond de la fosse, c'est bien ainsi que je l'entends, au plus bas de la fosse, c'est là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le pied qui s'arc-boute, le muscle qui s'étend, les dents qui se serrent, la tête. Oh, la tête large et froide. Il est temps de mettre à la raison ces nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des Blancs et continuer en lieu et place, je veux dire sur le dos des nègres, à faire le blanc. La tragédie du roi Christophe. Cette pièce met en scène le destin tragique d'un homme et d'un pays. Elle décrit la lutte du peuple haïtien pour la libération, pour la liberté, mais aussi le combat mené par un homme pour la grandeur de son pays. Mais la tragédie du roi Christophe, ce titre-là, pourquoi? Souley? Mais les choix esthétiques faits par le poète, par le dramaturge, permettent d'indiquer qu'il s'agit d'une tragédie, puisque on a en scène un homme illustre, Christophe, qui est chargé de conduire son peuple vers
l'indépendance, vers une émancipation, vers une décolonisation claire et nette. Et conformément au choix esthétique, il échoue et il va même mourir. Donc nous sommes en plein dans une illustration de la tragédie. Et pour le paraphraser l'auteur lui-même, s'agissant de la lutte pour la décolonisation, on peut penser que ça a été une lutte épique. Ces personnages ont été de grands héros, mais après les indépendances, c'est la tragédie. C'est la tragédie. Tous ces grands leaders ont échoué malgré leurs ambitions assez nobles parfois, malgré leur vision, ils ont échoué pour des raisons diverses. Et parmi ces motifs-là, parmi ces raisons-là, est-ce que ce ne sont pas des raisons qui sont dues au comportement des Africains indépendants? Est-ce que ce ne sont pas des querelles? Parce que c'est ce qu'on voit dans la tragédie du roi Christophe. Est-ce que les querelles intestines, est-ce que le fait que Christophe pousse son peuple, parce qu'il est pressé justement, il pousse le peuple à des travaux extrêmement pénibles, extrêmement cruels, est-ce que ce n'est pas, entre autres raisons, les motifs de cet échec-là? Les causes de l'échec sont nombreuses. D'entrée de jeu, on voit une scène qui présente deux coqs. C'est une espèce de métaphore tout à fait, pour présenter l'arène politique. Les hommes politiques, entre eux, comme dirait Senghor aussi, quelque part, forment une espèce de basse-cour cacardante. Ils ne communiquent pas. Il y a un déficit de communication, il y a même une crise de communication, et ils vont dans le mauvais sens. Et ils entraînent leur peuple. Et ils entraînent également leur peuple. Dans ce combat de coq, dans le combat de coq, le peuple s'amuse, mais en fait, c'est le dindon de la farce. Parce que derrière cette querelle, c'est eux qui perdent. Quand on en revient à l'esthétique théâtrale, le titre, la tragédie du roi Christophe, nous savons que par rapport à la tragédie, le spectateur, dès le début de la pièce, il sait que ça va finir mal pour Christophe. Christophe ne le sait pas, le spectateur le sait. Oui. N'est-ce pas? La fatalité, n'est-ce pas, qui s'abat sur Christophe. Nous sommes sûrs qu'il va mourir. Le dénouement sera malheureux. Christophe n'est pas au courant. Et justement, il s'agite, c'est comme s'il nageait à contre-courant. Exact. En fin de compte, il est épuisé, il meurt d'épuisement. Heureusement qu'il y a Congo qui va peut-être, n'est-ce pas, qui va peut-être constituer ce qui sera pour nous l'espoir, pour nous éloigner de la désespérance de Christophe. Il est épuisé, justement. Et je pense que l'esthétique théâtrale, par rapport à la tragédie, nous prépare déjà à voir Christophe souffrir et mourir. Est-ce que la tragédie du roi Christophe est une tragicomédie? On rit quelquefois et le dénouement est malheureux. Même si nous nous attendons, n'est-ce pas, à ce que quelqu'un meure. Peut-être pas Christophe, mais le dénouement, il aurait pu ne pas mourir, il aurait pu être sacrifié d'une autre façon. Mais là, il disparaît définitivement. Est-ce un pessimiste chez Césaire? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a Congo. Oui, mais Cécile, là, vous avez un point de vue là-dessus? Oui, enfin, je pense que c'est un des genres littéraires que Aimé Césaire a beaucoup prisé et qui permet effectivement de mettre en scène des situations à partir d'une situation historique et de le mettre à la lumière du jour pour le politicien aussi que Césaire est par ailleurs. Donc, des thèmes qui reviennent comme la décolonisation, comme la lutte pour l'indépendance, l'émancipation de son peuple, le combat de coq auquel vous faites référence, qui est également aujourd'hui de grande actualité. Effectivement, je pense que tout ça, c'est un choix esthétique à la fois et un choix littéraire, effectivement, d'aller un peu vers ce que les Grecs appellent la catharsis, qui permet à l'être humain, effectivement, de se purifier, de s'améliorer, de s'amender en utilisant les ressorts de la tragédie. Je pense que ça, c'est peut-être l'objectif ultime que Césaire recherchait. Césaire, c'est un visionnaire. Parce que malheureusement, cette œuvre est tristement d'actualité. La question ou les questions qu'on pourrait se poser, c'est de se demander, est-ce que les nègres n'ont pas évolué? Ou bien c'est tout simplement l'homme qui ne change pas? Et aussi on pourrait dire, pourquoi ça ne marche pas?
Vous avez des doutes sur l'évolution de l'Afrique? Non, ce n'est pas par rapport à l'évolution de l'Afrique, c'est tout simplement parce que justement l'œuvre est encore actuelle. Non, absolument. Pourquoi? Non, je pense que vraiment, elle est d'une actualité quelquefois même attristante. Parce que, en fait, c'est le microcosme politique dans ses rapports, dans ses combats de coq, dans ses intrigues, dans sa volonté d'autorité. Effectivement, une autorité qui fait que quelqu'un issu d'un milieu assez humble, qui arrive au sommet de la pyramide et qui aujourd'hui essaie d'écraser tout le monde à des exigences qui ne correspondent pas aujourd'hui donc à la capacité, j'allais dire, d'assimilation de son peuple, de travail, de rendement, et qui fait effectivement qu'il tombe dans la démesure. Et ça, effectivement, c'est encore d'actualité. Cette absence de dialogue, je pense que c'est toutes ces choses-là, effectivement, que Césaire a voulu mettre un peu en exergue, en interpellant également l'Afrique. Parce qu'au-delà de Haïti, je pense qu'effectivement, c'est l'Afrique qui est mise en scène. Tout à fait. Et comme le dit Mme Coran, aujourd'hui encore, c'est d'une actualité, mais vraiment brûlante. Quand on regarde un peu autour de nous, les différents parcours, les différents cursus, les rapports dans le monde politique aujourd'hui, qui sont faits effectivement de conflits, etc. Et le fait de terminer de cette manière tragique, effectivement, je pense que c'est une manière de leur montrer que toute vanité humaine est vaine au bout du compte, puisque la finalité, ce sera toujours la mort. Mais d'un autre côté, avec Congo, effectivement, qu'il y a l'espoir, effectivement, qu'une nouvelle génération puisse prendre le relais et que les erreurs commises par les anciens puissent être évitées. Je pense que il y a toute une œuvre, à la limite, pédagogique, didactique. Mais à la différence des gouvernants que nous connaissons, Christophe était de bonne foi. C'est ce qui est étonnant et ce qui est navrant. Il était de bonne foi. Il pensait bien faire. Et justement, jusqu'à la fin, il n'avait pas de doute concernant ce qu'il proposait à son peuple. Et jusqu'à la fin, il est resté seul parce qu'il ne communiquait pas. Je pense qu'il ne communiquait pas, il était seul. Ceux qui sont aujourd'hui les gouvernants et qui répondent de façon ubuesque, n'est-ce pas, aux attentes du peuple, n'est-ce pas, ceux-là, je pense qu'ils ont moins de conscience professionnelle que, si je parlais comme ça, que Christophe. Christophe, il aimait son peuple, mais il l'aimait mal. Il adorait son peuple, mais il l'étreignait mal, ce peuple-là. C'est vrai, je pense aussi qu'il n'écoutait pas, parce que comme ça, de mémoire, je suis pas, mais de mémoire, je pense que son épouse, à un moment, l'avait interpellé. Absolument. Et elle l'avait averti, et je pense qu'il n'a pas tenu effectivement compte de ça. Et également, cela, c'est aujourd'hui aussi également d'actualité. C'est le fait de rester sourd, une fois qu'on est au pouvoir, de rester sourd à tout, d'avoir ses convictions, d'avoir ses certitudes, et de s'emmurer dans ses certitudes, en ignorant même les gens qui sont les plus proches, en commençant par une épouse. Tout à fait. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est la grande faute, le refus de communication. Ni dans sa famille, ni autour avec ses courtisans, personne, il n'écoutait personne. Seul Hugonet avait la possibilité de lui parler, mais Hugonet dans le style bouffon. Ouais. Voilà. Ça l'amusait plutôt que de lui donner des conseils. Et en cela, il a été fautif. Il ne faut pas penser qu'il était... Bon, il était de bonne foi, mais quand on est un leader, on doit le faire avec tout le monde. On doit construire avec tout le monde. Il a fait de mauvais choix. Il n'a pas tenu compte de la demande sociale, on pourrait le dire aujourd'hui, et c'est ce qui le coûte cher. Donc, vous parlez de démesure. Mais justement, moi j'ai une préoccupation par rapport à ce qui peut apparaître comme de la démesure. Est-ce que Christophe n'a pas compris qu'il fallait que le développement de l'Afrique se fasse en accéléré, plutôt que de suivre le même cursus que l'Europe? Est-ce que pour lui, il n'y avait pas un saut qualitatif à faire, voilà, et ne pas passer par les mêmes étapes que l'Europe? Est-ce que ce n'était pas un modèle africain ou nouveau qu'il présentait? Ça peut aussi être une interpellation en se disant qu'aujourd'hui, est-ce qu'il nous faut, en termes de développement, est-ce qu'il faut aller vers une sorte de mimétisme intégral de tout ce que fait l'Occident? Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des raccourcis ou sinon des tremplins amplificateurs qui nous permettent de faire l'économie de certaines choses et de tirer des enseignements de ce qui a marché? Également, je pense que c'est un défi à la fois civilisationnel, parce qu'il faut que nous soyons nous-mêmes dans notre sociologie, dans notre vécu, dans nos valeurs, voir qu'est-ce qui prime dans nos sociétés, etc., en termes de communauté, de solidarité, etc. Un ensemble de choses, et également même d'un point de vue de la démocratie.
Parce que la démocratie, elle commence par quoi? Par la concertation, par l'écoute de son peuple, etc. Avant les dialogues instaurés par-ci, par-là, etc., nous avons dans nos sociétés traditionnelles des mécanismes de concertation à tous les niveaux qui font que lorsque le chef d'État est à l'autorité, on pense que voilà, c'est fait de manière péremptoire et tout, mais au bout du compte, c'est tout un processus qui a amené à cette décision-là. C'est vrai, je suis d'accord avec M. Sylla par rapport au socle culturel, au soubassement traditionnel qui est indispensable, mais chez Christophe, il y avait un vide. Le vide était culturel. Quand il a commencé à fabriquer son entourage, il l'a fabriqué. Il y avait des noms, n'est-ce pas, des titres de noblesse qui frisaient le grotesque. D'accord? Parce que tout simplement, il n'avait rien d'autre à faire que singer. Il n'avait qu'à singer l'Occident. Et justement, il essayait de rendre, n'est-ce pas, son environnement occidentalisé, mais noir, et ça ne fonctionnait pas. Il était dans une situation bâtarde où il n'était ni noir ni blanc. Oui. Voilà, c'est toute la problématique du soubassement culturel. Oui. Il est victime du mimétisme servile de l'Occident. Il voulait tourner le dos à l'Occident, mais il n'en avait pas les moyens culturels de le faire. Ce que vous le dites d'ailleurs en parlant de la cour des institutions, de ces institutions qui sont une caricature. Oui. Si vous le permettez, je vais lire. Le maître de cérémonie. Messieurs, je vous en prie, messieurs, un peu de silence. Oui. Je vais faire l'appel des noms. Sa grandeur, Monseigneur le duc de la Limonade. Son Altesse Sérénissime, le marquis de Lavalas. Sa grandeur, Monseigneur le duc de Plaisance. Sa grandeur, Monseigneur le duc de Dondon. Sa grandeur, Monseigneur le duc de la Marmelade, Monsieur le comte de Trou-Bonbon, Monsieur le comte de Saltrou, Monsieur le comte de la Bande du Nord. Oui, c'est le burlesque, n'est-ce pas, qu'on constate dans cette séquence-là, où on voit Christophe essayer de... C'est pourquoi je dis qu'il est de bonne foi. Moi, Christophe, quelquefois, je suis mal à l'aise parce que je n'ai pas envie de le condamner, parce que j'ai plutôt pitié de cette personne qui veut bien faire, mais qui ne trouve pas les moyens. Il n'a pas les moyens d'avoir un édifice solide, n'est-ce pas, parce qu'il n'y a pas de soubassement. Et il essaie, il n'y parvient pas, toujours de bonne foi. Et malheureusement, il tombe dans le grotesque. Mais Christophe s'est donné les moyens, parce qu'il a voulu faire un système, à la limite, un système français, puisqu'il y a le Sénat. Est-ce que justement, il faut aujourd'hui appliquer ces formes d'institutions-là? Pourquoi avons-nous besoin de Sénat, chambre haute, chambre basse, Assemblée nationale? Pourquoi ça sont des modèles occidentaux. Je prends pour exemple, j'ai déjà suivi, excusez-moi d'extrapoler un peu, dans un pays en Afrique où on a montré des magistrats extrêmement noirs avec des tresses, des perruques blondes, etc. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Moi, j'ai je pense que c'est à la fois des problèmes d'identité, de confiance, également qu'on est en plein dans une sorte de recherche de nos propres voies. Et c'est ça qu'il faut que l'Afrique fasse. Ça ne sert à rien, c'est vrai. Il faut, comme le disait Senghor, prendre des apports fécondants de l'extérieur, mais nous enraciner profondément dans nos réalités et faire un mix qui corresponde à nos besoins et à nos certitudes. Le problème également, c'est que ça pose toute la complexité de la solitude des dirigeants. La solitude du pouvoir. Vous avez beau être entouré avec les sirènes, avec tout ce qu'il faut, avec de grandes cours, tous les titres possibles et imaginables. Aujourd'hui, tout le monde y passe. On sert excellence à tout le monde. Au-delà des chefs d'État et des ambassadeurs, tout le monde est excellence. Mais c'est un peu, j'allais dire, cette vanité humaine, effectivement, où on se retrouve, on pense qu'on est entouré, on est seul dans ses certitudes parce que personne ne viendra vous apporter la contradiction et mettre les garde-fous nécessaires. Et c'est là où, effectivement, le rôle de bouffon, etc., qui aujourd'hui peut être assimilé au rôle des griots dans la société ou d'autres, qui sont des régulateurs sociaux, peut intervenir. Donc je pense que vraiment, moi, la tragédie du roi Christophe, si j'en ai quelques réminiscences, c'est parce que c'est une pièce qui est d'une actualité, j'allais dire, éternelle. Et il faudrait, je pense, que tous les dirigeants aujourd'hui, toute l'élite, tous les intellectuels, tous ceux qui ont à cœur le développement du continent, puissent relire cette œuvre et qu'elle puisse être mise en scène assez souvent. Oui. Et je le dis aussi parce que mon père a été le premier directeur général de la Société des spectacles nationaux du Sénégal, qui était l'ancêtre du Théâtre national Daniel Sorano. Et donc cette pièce, à l'époque, j'étais encore plus jeune, avait été mise en scène avec Douta Seck et d'autres comédiens, etc. Et beaucoup se demandaient pourquoi une pièce de Martiniquais, etc. Mais je pense que déjà, à cette époque-là, c'était une interpellation très forte de l'ensemble de la communauté africaine. On ne peut parler de la tragédie du roi Christophe sans parler de ses nombreuses interprétations, mais particulièrement une des premières interprétations
de Douta-Seck. Innocente, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, je commence par Césaire. Césaire, c'est le plus grand écrivain négro-africain de tous les temps, par rapport à l'expression française. Ça, je persiste à le dire. J'entends. Et justement, le jour de la Générale Presse, il a vu la pièce jouée par les pensionnaires du théâtre Daniel Sorano. Du Sénégal. À la fin, au Sénégal, à Dakar. Et à la fin, Césaire s'est exclamé, il a dit « Voilà Christophe ». À partir de ce moment-là, Douta-Seck a joué Christophe sur tous les théâtres, dans tous les théâtres du monde entier. Il a joué Christophe jusqu'au moment où son corps ne répondait plus pour qu'il soit le bel acteur qu'il a été. Et justement, il faut lui rendre hommage. Et si Christophe est aussi populaire, c'est grâce quelque part au comédien Douta-Seck. Et bien sûr, j'ai toujours beaucoup d'émotions à voir quelqu'un d'autre jouer Christophe. Par exemple, aujourd'hui, il y a un jeune comédien, il est acteur, il est exceptionnel, fantastique, je dirais, Thiam. Et Thiam, il joue magistralement Christophe. Quand j'ai vu la pièce jouée ici à l'Institut français de Libreville, c'était lui qui jouait le rôle de Christophe. Ça ne m'a pas fait oublier Douta-Seck, mais j'ai pensé, la relève est assurée. Et ceci, c'est magnifique. Oui, nous avons eu beaucoup de plaisir. Je pense que c'est Madame la Première Dame qui, lors d'une de ses visites au Sénégal, a été séduite. Elle les a invités ici. Elle leur a proposé de venir jouer au Gabon. Et c'était magistral. Et les entrées étaient gratuites. Entrées gratuites. Oui. Vraiment, je pense qu'il y a des gens qui quand même font beaucoup d'efforts sur le plan culturel pour le Gabon. Dans cette volonté de rendre hommage à Douta-Seck, aujourd'hui, la première de couverture a changé. Mais la première publication, en fait, les publications qui ont suivi, n'est-ce pas, la représentation théâtrale à laquelle Césaire a assisté, c'était la photo de Douta-Seck qui était sur la première de couverture et pendant des décennies. Maintenant, je ne sais pas pourquoi elle a changé, mais il faudrait que, par exemple, qu'on ait l'occasion dans cette émission-là de montrer Douta-Seck sur la couverture de cette pièce qu'il a magistralement interprétée. Et les plus tristes, cette première page de couverture, avec un fond noir. Un fond noir. Un fond noir qui plutôt tend à aller vers le pessimisme, parce que cette pièce, il faut l'avouer, dans sa représentation, on a des images plutôt choquantes de la mort de cet homme qui est innocent, qui est de bonne foi, mais qui meurt parce que d'épuisement. Parce que trop isolé, parce que coupé de son peuple. Mactar Sylla, PDG de Label Radio-Télé, depuis la date de lancement de la structure, quelles sont vos satisfactions? Enfin, je crois que la première satisfaction, c'est celle de voir un rêve de plusieurs années se concrétiser. En 1994, j'ai sorti un premier ouvrage qui s'appelait Le paria du village planétaire, le sous-titre L'Afrique à l'heure de la télévision mondiale. Où à l'époque, effectivement, je décriais le fait qu'aujourd'hui, sous nos têtes, il n'y avait que des chaînes internationales, aucune chaîne africaine à l'époque qui pouvait vraiment se positionner dans ce paysage qui était accessible à tout le monde, à condition d'avoir une vision, d'avoir une politique, une stratégie et de la mettre en œuvre. Donc, les satisfactions, c'est celle-là. C'est également celle de pouvoir, dans un pays africain qui n'est pas mon pays d'origine, pouvoir avoir la liberté de venir faire ce que je suis en train de faire. La satisfaction également, c'est celle de pouvoir compter sur un ensemble de gens à divers niveaux, du bâtiment à vous qui êtes aujourd'hui ici sur ce plateau, qui accompagnent ce projet. On peut avoir toutes les visions que l'on veut, tous les moyens que l'on veut. Si on n'a pas les hommes, l'accompagnement nécessaire, on n'y arrive pas. Ça, c'est une grande satisfaction, effectivement, cet accompagnement, qui commence également par le fait que ce n'est pas donné dans ce même studio. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire une œuvre qui soit inaugurée par un chef d'État en exercice. Donc voilà, je pense que tout ça. Mais le plus important au-delà des satisfactions, c'est que c'est un challenge permanent et au quotidien. Que nous avons fait peut-être la voie dans ce domaine, mais il faut assurer la pérennité, il faut assurer la consolidation. Et comme je le dis, ne pas voir que c'est pas moi, je pense que c'est la volonté de Dieu qui passe par un individu à un moment déterminé selon l'agenda de Dieu. Et il faut aujourd'hui, effectivement, que tout le monde puisse l'approprier et qu'il y ait pas seulement, qu'il y ait beaucoup d'autres chaînes africaines. Nous sommes dans un monde aujourd'hui au-dessus de nos têtes, de l'Afrique. Au moment où je parle, il y a au moins 1000 chaînes qui sont au-dessus de nos têtes. Quelle est notre place? Qu'est-ce que nous faisons?
justement, comme on le dit, pour être ancrés dans nos valeurs, dans nos réalités, être nous-mêmes, nous exprimer dans nos contradictions, dans nos rêves et dans nos espoirs. D'accord. Souley, d'ailleurs, a Oui, une question. justement. En peu de temps, la belle radio TV couvre une grande partie de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, et ce, grâce à pas moins de 5 satellites. Comment réussissez-vous à atteindre ces performances? Enfin, nous sommes sur 6 satellites. D'ailleurs, je suis un peu en retard sur mon programme et mon développement parce que, en fait, quand vous arrivez, j'allais dire le dernier, ça fait quand même 36 ans que je suis dans ce métier, mais là, personnellement, j'arrive le dernier. Vous arrivez à un moment où il y a plusieurs chaînes, tant africaines qu'autres, qui aspirent à faire et à traiter l'Afrique. Vous le voyez, les opérateurs sont là, je n'ai pas besoin de les citer, ils sont là. Qu'est-ce que vous faites pour vous positionner stratégiquement? Donc, c'est une question de stratégie. Et je pense qu'il était important, symboliquement et à tout point de vue, de dire la chaîne qui aujourd'hui couvre le mieux le continent africain depuis le 1er mars 2018, c'est une chaîne qui est une chaîne africaine et c'est la Belle TV, sur 6 satellites. Du nord au sud, de Praia à Port-Louis, du Caire au Cap, et pour ne pas dire même au-delà, sur 6 satellites. Effectivement, bon, c'est un pari, ce sont des risques que vous prenez, mais je crois que le fait d'avoir pu, en 36 ans dans ce métier, avec les réseaux de relationnels que j'ai pu avoir, tant dans le public que le privé, national et international, j'ai pu, grâce aussi également à l'aide de Dieu, au moment où il l'a déterminé, après 7 mois d'exercice, nous positionner en tant que tel. Mais ce n'est que le début du commencement, parce que je pense que nous continuerons à surprendre le monde. Vous avez une vision de l'idéal à atteindre? En fait, l'idéal à atteindre serait, comme toutes les chaînes aujourd'hui, internationales. Et c'est pourquoi je dis à les gens, ne dites pas la chaîne panafricaine, c'est la chaîne panafricaine internationale. C'est de couvrir et d'être accessible dans le monde entier. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui des chaînes internationales soient ici en Afrique et diffusent quelquefois même dans nos langues, y compris au niveau de la radio, et que nous n'ayons pas l'ambition. Moi, j'ai l'ambition d'aller en Chine. Dans mes effectifs, j'ai une dame qui parle le mandarin. Peut-être que je n'irai pas en Chine avec une chaîne de 24 heures sur 24, mais j'ai l'ambition d'aller en Chine et de diffuser des programmes de l'Afrique en Chine. J'ai l'ambition d'aller très prochainement, peut-être dans les 2 mois qui viennent, dans tout le Moyen-Orient. Mais cela veut dire que vous avez des signaux spécifiques, vous avez des contenus spécifiques qui tiennent compte de certaines réalités, mais que l'Afrique, on ne peut pas dire que l'Afrique est le continent de l'avenir, le continent de la prochaine génération, et nous contenter d'être dans une attitude de consommateur ad vitam aeternam. Nous sommes obligés aujourd'hui, nous avons des contenus à tout point de vue, notre faune, notre culture, nous avons beaucoup à apporter au monde et j'en suis convaincu. Et donc, tout cela, il faut que nous puissions le faire. Et l'autre challenge aussi, c'est de pouvoir diffuser des programmes dans nos langues nationales. En Swahili aujourd'hui, le Pula ou Fulani selon les pays dont on parle, le Yoruba, avoir des déclinaisons de programmes qui nous permettent, au moment de la TNT, de la télévision numérique, d'être dans des stratégies de ciblage vraiment de niche, etc., pouvoir couvrir tout cela. Et donc, les ambitions sont très, 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 très grandes. Je ne sais pas si j'aurai en tout cas la force et le truc de pouvoir, l'énergie de pouvoir le continuer, mais je pense que j'ai une équipe, j'ai des gens qui partagent cette vision, qui savent que c'est là. Et c'est la voie. Aujourd'hui, vraiment, il y a 7 milliards d'homo sapiens qui zappent d'une chaîne à une autre. Pourquoi l'Afrique devrait-elle être exclue de cela? Quand on parle de sport aujourd'hui, on ne peut pas parler de sport mondial sans parler des Africains. Quand on parle de mode, on ne peut pas parler de mode sans parler de... Quand on parle de culture, de valeurs, de solidarité, d'un ensemble de choses dont tout le monde se prévaut aujourd'hui, vous prenez les institutions internationales, dans tous les systèmes onusiens ou autres, le fondement, effectivement, de toutes ces actions-là et de toutes ces philosophies-là, nous les retrouvons aujourd'hui en Afrique. Que de portraits de femmes, de jeunes, d'intellectuels, tout est à faire. Et il faut donner un peu, je pense, cet espoir-là. Et des gens doivent avoir la responsabilité d'essayer de mener ce combat. Et élargissons le cercle, mettons d'autres labels TV dans les différents thèmes. Et nous avons effectivement configuré de telle sorte que nous pouvons, au moment où je vous parle, faire jusqu'à 4 chaînes ici. Nous avons la capacité de diffuser 10 chaînes numériques. Nous avons la capacité de diffuser 8 chaînes TNT. Mais tout se fera progressivement parce que, comme vous le devinez, ça demande des moyens, ça demande des accompagnements. Je pense avoir pris les risques maximum que je pourrais prendre aujourd'hui. Et nous avons besoin effectivement d'accompagnement. Et quand je dis accompagnement, c'est de partout, des États, du public, du privé, des annonceurs, de tout le monde, y compris de l'accompagnement intellectuel que vous êtes en train de donner aujourd'hui. Et moi, je vais poser une question qui intéresse toutes les femmes en général. Et voilà.
Tout le monde s'accorde à dire que vous êtes un passionné. Là, on est d'accord. Alors maintenant, comment conciliez-vous la passion de la communication et celle de votre famille? Parce que, oui. parce que ah, nous avons entendu parce que dire j'ai que vous êtes un l'impression- bon père de famille. Et puis j'ai l'impression que là, il n'y a plus de place pour personne. Et je me dis, mais quoi? Mais comment est-ce qu'il fait en dehors du travail, puisqu'il n'y a que le travail, il n'y a rien Vous d'autre? savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais à la radio-télévision sénégalaise et quelqu'un doyen à qui je rends hommage, Pathé Fall Dieye, je viens de dire, directeur, vraiment, je baptise dans 4-5 jours. Hein. Il me dit, ah bon, tu as le temps de faire ça? Donc, dire qu'effectivement, bon, on en rit, mais je pense que c'est un équilibre qui est un peu difficile, mais je bénéficie quand même de beaucoup de compréhension. C'est une passion. Je suis tombé dans le vieux stage. Je ne suis pas communicateur au départ. Au départ, c'est des gens comme Césaire, etc. Moi, je suis un universitaire. Je suis docteur ès lettres et juriste. J'ai fait Hippocagne, Cagneux, Senghor, Césaire, tous ces trucs qui nous ont inspirés. Et je suis venu à la communication par hasard parce qu'il fallait un journal télévisé en anglais à l'époque, à la radio-télévision sénégalaise, et moi que je suis pas d'auteur. Donc, c'est un virus, une fois qu'on le prend, on l'a pris. Mais j'ai la chance, je pense, de tomber sur une épouse très compréhensive qui, quelquefois, se substitue à moi pour faire tout un ensemble de tâches et d'accompagnement. J'estime que je ne suis pas un mauvais père de famille puisque je pense qu'un bon père de famille, c'est celui qui donne l'éducation qu'il faut à ses enfants. Et l'éducation, ce n'est pas seulement l'école. C'est un ensemble de valeurs que mon propre père m'a transmises, d'excellence, de combativité, d'honneur, de dignité, de respect d'autrui, de respect de qui que ce soit, indépendamment des titres, indépendamment de la situation sociale, etc. Et ça, je pense que j'ai pu l'inculquer un peu à mes enfants, une éducation religieuse en même temps. Et je pense que tout ça, effectivement, des armes pour venir donc affronter la vie. Donc, c'est surtout, ils se plaignent souvent, c'est vrai que je consacre beaucoup plus de temps, je pense, à ma seconde épouse qui est la télévision, qu'à la première, donc, qui est là-bas, et à mes enfants. Mais bon, ils comprennent que, bon, je pense aussi que c'est leur manière de m'aimer et de m'accompagner dans ça. Tout à fait. Maintenant, je suis rassurée. Maintenant, je vais penser à moi toute seule. Quel conseil pourriez-vous donner à vous qui êtes un fonceur, à quelqu'un comme moi, qui hésite, qui a peur de s'engager pour l'avenir? Non, mais je pense qu'il faut toujours mesurer les risques au départ. Il faut toujours mesurer les risques. Et toujours se dire que c'est possible. Moi, je parle du fait que de dire, est-ce que ce que je veux faire est utile? Oui. Si la question est oui, est-ce que c'est nécessaire? D'accord. Si c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire, est-ce que c'est possible? La possibilité, vous faites ce que vous devez faire par devers vous. J'ai annoncé plein de choses là que je voulais faire. J'aurais annoncé il y a quelques mois que je voulais être le premier qui couvre l'Afrique. On me dirait c'est pas possible. Mais j'y croyais. Et on demande, donc quand on y croit, ce sont les hommes qui vous aident, ce sont vos collaborateurs, c'est d'autres gens qui peuvent vous aider, un ensemble de choses. Mais c'est surtout Dieu qui vous aide et qui vous met sur ce chemin. Parce que lui, c'est chacun de nous, qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur et qu'est-ce que sont ses aspirations, pas personnelles. Mais quelquefois, vous êtes dans une sorte, j'allais dire, c'est comme une sorte de mission, sans être, j'allais dire, prétentieux. Mais c'est une sorte de mission, parce que vous auriez pu vous contenter de votre propre situation, et donc voilà. Mais je pense que la vie, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut foncer intelligemment, mesurer les risques, s'accompagner des bonnes personnes, et croire toujours à l'agenda et au truc de Dieu. C'est lui qui, à un moment, moi, j'avais annoncé que j'allais inaugurer il y a 2 ou 3 ans, mais ce n'était pas le moment. C'est au moment où il a décidé. La première fois qu'on a voulu inaugurer, il y a eu des dégâts ici, électriques, qui nous ont retardé de presque 8 mois, etc. Donc, c'est ça. Mais vraiment, il ne faut jamais hésiter. Quand on y croit, qu'on a un bon projet, on le partage avec les gens, on demande de l'aide à tout, mais il faut foncer, parce qu'au bout du compte, ce que vous laisserez dans votre vie, ce sont des choses comme ça, des ouvrages qui survivent à votre propre existence, à votre propre être, à votre propre famille, mais qui constituent quelque chose d'extrêmement important. Et de ce point de vue, je peux le dire, la télévision par satellite en Afrique, c'est moi qui l'ai amené avec TV5 et le président Patrick Imos il y a 26 ans. Il n'y avait pas toutes ces chaînes, il n'y avait pas de satellite qui couvrait l'Afrique. Avec Jim Hodgett, à qui je rends mémoire, puisqu'il a été plus de ce monde, un vieil Irlandais, nous avons trouvé un satellite russe stationnaire 12 qui faisait une orbite inclinée, qui faisait des antennes de 4,50 m. C'est pourquoi les premières antennes satellites s'appelaient des antennes TV5. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est ça. C'était ça. Donc, quand c'est votre destin, c'est cela, il faut aller jusqu'au bout de votre destin. Parce que Dieu sait ce que chacun de nous a au fond de son cœur. Et il y a des choses qui ne peuvent pas être vaines.
Alors, un éclairage supplémentaire sur la faisabilité, c'est vraiment très beau, un programme décliné, des objectifs très nobles. Et il y a la question de la langue. Et pour l'instant, la chaîne est bilingue. Comment peut-elle ou pourra-t-elle conquérir les pays lusophones, arabes? Je parle aussi de nos micro-nations, la nation Yoruba, le grand peuple Peul, le grand groupe FAMP, pour parler de l'Afrique centrale. Comment? Oui, je voudrais même ajouter à cette préoccupation-là, est-ce parce que, on suppose que votre préoccupation, votre envie, c'est de conquérir le monde. Ça, on l'a senti, hein? Et nous sommes prêts à vous suivre, hein, c'est clair. Mais quand vous allez devoir diffuser dans les chaînes arabes, etc., ça veut dire que vous allez devoir calibrer vos émissions, ne pas choquer, parce qu'après, dès lors que vous allez arroser certaines contrées du monde, mais il faudra calibrer. Est-ce que vous n'allez pas vendre votre âme au diable une façon de parler? Est-ce que vous n'allez pas dénaturer voilà. Autre question par rapport à ça. Non. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que vraiment je suis quelqu'un de très assis dans ses bottes, droit dans ses bottes. Je suis un têtu même, quelque part. Quand j'accroche, je suis un pitbull. Quand je le fais. Et il y a des compromis et des compromissions que je ne fais pas. Il ne faut pas compter sur moi pour les faire. Donc c'est comme ça, c'est un trait de caractère, c'est pas de l'impertinence, c'est comme ça se passera comme ça. En tout cas, je le crois. Donc, pour la question de la langue, effectivement, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, nous diffusons parce que ce sont les aires de réception des 2 premiers satellites sur lesquels nous étions qui nous forçaient à diffuser en français et en anglais. Pendant tout le temps, avant qu'on passe sur les 6 satellites, le plus gros de notre public était entre le Nigeria, le Ghana, etc. Parce qu'ils ont la culture de la DTH, Direct to Home, la réception directe par satellite avec des antennes de 60 cm. Ce n'est pas la culture abonnement à des plateformes, non. C'est sur ça. Donc, il faisait que dans nos émissions interactives, c'est eux qui appelaient le plus, etc. Donc, c'est là où on se dit, non, il faut absolument qu'on fasse quand même des journaux de télévision en anglais, qu'on ait des clins d'œil, etc. Le français, naturellement, nous sommes entre l'Afrique de l'Ouest et le français, vous prenez le nombre de pays et le nombre de populations. Aujourd'hui, les locuteurs en langue française, c'est au moins 150 millions sur l'Afrique. Vous prenez les anglophones, c'est au moins 200 millions. Donc, l'un dans le 350 millions, vous êtes au tiers pratiquement de la population africaine aujourd'hui. Oui. Étant entendu par ailleurs que même dans les pays dits arabes, le français est une des langues officielles utilisées. Donc, ils font que, l'arabe est très important parce que c'est également dans les 200 millions de locuteurs à peu près. Donc, ils font que c'est un peu. Mais ils sont également très largement couverts par des chaînes comme Al Jazeera, des chaînes qui ont énormément de moyens, etc., où vous dites quel est le positionnement stratégique que je trouve. Plutôt que de multiplier des instituts dans ces langues, c'est possible qu'on ait quelques programmes en arabe, dans notre programmation également musicale, nous tenons compte de cela. Mais également, la télévision, c'est l'image. Et quelquefois, au-delà de la langue, les gens comprennent ce que vous dites. Tout à fait. Les films hindous sont là pour le montrer, les films chinois le montrent, etc., etc. Où le langage, effectivement, télévisuel permet aux gens de comprendre sans pour autant maîtriser la langue. Ce n'est pas aussi pour rien que nous avons un studio de doublage ici, qui permet effectivement, une fois que vous avez des textes, de le faire de l'une à l'autre langue. Et je vous ai dit, nous avons configuré pour avoir plusieurs chaînes. Et pour moi, le plus important, si on devait développer les langues, au-delà du mandarin, qui est aujourd'hui parlé par près de 800 millions de personnes, c'est pourquoi nous avons quelqu'un qui parle le mandarin dans cette maison, même si c'est un programme hebdomadaire de 30 minutes que je vais envoyer une fois par semaine en Chine, je pense que je le ferai. Donc, une fois que vous avez fait ça, effectivement, vous êtes obligé de tenir compte des bassins de réception. Vous allez dans les pays arabes, il y a certains clips que vous ne diffuserez pas. Ça ne sert à rien de brusquer les gens et de les montrer. La nudité, certains trucs, etc. Vous ne pourrez pas faire de la publicité. D'ailleurs, c'est interdit partout sur l'alcool, sur la cigarette ou d'autres choses comme ça. Donc, vous êtes obligé, effectivement, quelquefois, de vous adapter par respect aux gens qui sont votre auditoire potentiel, plutôt que par crainte de répression, etc. Et puis, ça ne sert à rien de toute façon de le faire, puisque quand on coupera le signal, personne ne vous regardera. Alors moi, je préfère qu'on me regarde, ne serait-ce même 10 minutes par jour, de manière intelligente, dans un programme dédié. C'est la même chose. Quand nous sommes chez nous, nous avons des abonnements, mais je suis sûr que rares sont d'entre nous, même ceux qui ont des abonnements XXL, ils ne le regardent pas avec toute la famille, etc. C'est la même chose qui s'applique un peu partout. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et effectivement, il faut que nous mettions l'accent sur nos langues nationales. Oui. Et moi, je pense que le plus grand défi, si dans 2 ou 3 grandes langues africaines aujourd'hui, vous en avez ici, ça peut être le Swahili, oui. Ça peut être le Pulaar, ça peut être sur 3-4 de Yoruba, 3-4 grandes langues. On arrive à
avoir des programmes spécifiques ou des chaînes spécifiques qui parlent dans ces langues, ce sera un très très grand pari de tenue. Oui. Des chaînes internationales qui sont aujourd'hui en Afrique, en matière de radio, utilisent nos langues nationales pour joindre un peu ces publics. À nous, Africains également, de faire la même chose. Et là, sans dévoiler un élément de notre stratégie, je pense que ce seront les prochaines étapes, c'est vers ça qu'il faut aller. Également, nous avons un créneau qui peut d'ailleurs peut-être démarrer assez rapidement, de chaînes éducatives. Quand on parle de chaîne éducative, ce n'est pas le truc révélatif. Une émission comme ça peut rentrer dans une chaîne éducative parce qu'elle parle de culture, elle permet aux jeunes de pouvoir revisiter des parties un peu de leur littérature. Mais également, nous pouvons effectivement, quand nous faisons des choses comme ça, mettre l'apprentissage des langues, comme le font les Anglais. Follow me, follow through. On peut, dans nos langues nationales, avoir des créneaux quotidiens, 15 minutes ici, 13 minutes par là, 26 minutes par là, qui permettent aux gens qui veulent comprendre ces langues, qui les comprennent déjà ou qui veulent l'apprendre, d'avoir cette chaîne éducative et également de diffuser des programmes dans ces langues-là, dans des situations réelles, de sitcom, où on dit bonjour, fermez la voiture, s'il vous plaît, je suis au restaurant, etc. et de le mettre en scène. Donc il y a vraiment un peu toutes ces choses que le chantier, il est immense et il dépasse effectivement un seul individu. C'est pourquoi il faut que chacun d'entre vous, dans tous ces compagnies, et d'autres qui nous regardent aujourd'hui, puissiez venir effectivement et accompagner ce processus. Merci, M. Sylla. Nous l'avions bien compris. Nous allons passer à la dernière partie de notre émission. Nous allons donc commencer par Soulé, qui va nous parler de sa chronique du jour. J'ai choisi d'aborder une question assez sérieuse au niveau du rôle des artistes. Nous voyons là Césaire que nous sommes en train d'honorer, de faire revivre, qui nous a donné une certaine conscience historique, de le présenter comme un modèle. Mais à côté de ces grands hommes, de ces grands artistes, de ces grands écrivains, on a aujourd'hui des artistes qui sombrent un peu dans la platitude. Pour ne pas parler, pour ne pas faire la langue de bois, qui tombent même dans une espèce de prostitution. Des mots obscènes dans les chansons, des textes. Des textes, qui font sensation, qui font danser, mais qui en fait ne cultivent pas, qui vont même à contre-courant de tous les programmes éducatifs qu'on est en train de mettre en place. Et la réceptivité de ces genres de produits, de ces produits que je considère comme des produits toxiques, au niveau des chaînes, de certaines chaînes, me surprend. Je pense qu'il faut dénoncer. L'art, ça nécessite du travail, des recherches. Il ne faut pas que nos artistes tombent dans ces pratiques obscènes. Surtout dans le cadre scolaire. Oui, parce que quand il y a on ne cite aucun établissement, on ne parle pas de pays, mais j'ai vu des élèves danser sur des musiques abominables par le texte. Et justement, c'est diffusé dans les centres scolaires, c'est diffusé quand il y a des événements où on est censé éduquer les jeunes gens, et les jeunes gens reprennent en chœur des mots que moi, je n'oserais jamais prononcer. Et ça ne dérange personne. Le problème, c'est que je ne sais pas, est-ce qu'on a envie de faire une récréation permanente ou bien on a envie que ces jeunes gens deviennent des adultes accomplis. Mais dans tous les cas, en ce moment, ce qui se passe, je ne sais pas si c'est pour faire le buzz pour ces artistes, mais qu'ils soient en dehors du système éducatif. C'est tout simplement cela. C'est vrai que c'est extrêmement choquant, on le constate dans les établissements. Oui. Il faut dénoncer le silence des autorités en la matière. Oui. Il y a lieu de prendre des décisions pour encadrer la production artistique. Il ne faut pas faire dans la facilité. Est-ce qu'on peut censurer des morceaux, des disques certains? Est-ce que c'est facile à faire ça, censurer? La censure. Je pense que peut-être qu'il y a une éducation en amont à faire, peut-être à ce niveau-là, dans le milieu scolaire. Les autorités ont leur rôle à faire, leur travail à faire, mais nous également, je pense que les enseignants que nous sommes, que vous êtes, avons à interpeller les élèves, au moins à canaliser. Si nous ne pouvons pas en amont interdire la diffusion de ces mots, au moins les sensibiliser sur la compréhension, sur le recul qu'il faut avoir par rapport à ça. Je pense que j'ai profité de ça pour passer à
toujours dans le cadre de Oui. notre émission, et par rapport à Branding Africa. Oui, moi je vais parler d'un problème très sensible, le problème des cheveux. Et il y a quelque temps, peut-être ça continue encore un peu, il y a la mode nappy. Nappy qui signifie, c'est la contraction, c'est un néologisme, naturel and happy. Et ce néologisme, je me sens mal à l'aise parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse créer une mode qui dit naturel et happy. Comme si, en étant naturel, on ne peut pas être heureuse. C'est-à-dire, il faut maintenant revendiquer cela. Et l'Africaine, puis si elle est naturelle, elle est malheureuse, elle est triste, elle est vilaine. Et justement, toujours est-il que cette mode a alimenté, n'est-ce pas, les humeurs des Africaines pendant quelques décennies. Et puis, c'était les coiffures avec des cheveux, elles arboraient des cheveux crépus, elles se disaient nappy. Après, c'est une revendication sociale, peut-être, oui. Et ça a balayé maintenant toute l'Afrique, toute la diaspora, dans le monde entier. En tout cas, ce que les Africains réclament, c'est la reconnaissance vis-à-vis de leurs cheveux crépus. Elles réclament une beauté qu'elles ont. Elles ne sont pas moins jolies que celles qui ont moins de mélanine. Voilà pourquoi elles veulent arborer ces cheveux crépus. Malheureusement, en ce moment, on est en plein dans les clichés. C'est-à-dire, on voit celles qui avaient des cheveux lisses, cheveux crépus avant, elles ont commencé à les réduire avec des produits chimiques. Et ça, ce qui veut dire que le nappy, c'était un effet de mode. Et la mode est passée. Et tout le monde est revenu aux perruques. Tout le monde est revenu aux mèches, n'est-ce pas, naturelles ou artificielles, mais les mèches qui imitent le type caucasien. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi faudrait-il avoir des cheveux raides? Pourquoi faudrait-il avoir une perruque pour se sentir belle? La plupart de celles qui se disent nappy, elles ont un rôle à jouer. Mais si toutefois les jeunes filles pensent que c'est passé et qu'elles devraient recommencer à porter des perruques, elles devraient cacher leurs vrais cheveux dans des cheveux qui ressemblent à ceux des Occidentaux, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les éduquer, les sensibiliser. En tout cas, moi, je suis dans la désespérance totale par rapport aux cheveux crépus. Voilà pourquoi, madame, Innocente, tu as gardé ces cheveux naturels. Ce sont vos cheveux? Oui, ce sont mes cheveux, mais ce n'est pas le propos. Moi, j'ai toujours eu des cheveux crépus, ce n'est pas le propos. Mais c'est le fait que, moi, ce qui me désole, que les Africaines pensent qu'en étant naturelles, elles sont moins belles que les autres. Exactement. Monsieur... Oui, monsieur Sylla, j'aimerais vous entendre d'abord sur les propos que Innocente tient à propos du nappy, cheveux naturels, etc. Je pense que ce qui est le plus gênant, c'est comme ça, je pense que ce sont les histoires de mèches, d'aller prendre des cheveux, j'allais dire qu'on prend dans les pays comme l'Inde, etc., de gens qui ont coupé leurs propres cheveux, d'en faire des perruques, de les acheter à des prix quelquefois qui dépassent, qui font 5 fois ou 6 fois le SMIC dans certains pays, etc. Je pense que ça, c'est beaucoup plus, vraiment, c'est beaucoup plus dramatique et voilà quoi, il y a toute une économie et tout le monde voilà, imite, celles qui n'ont pas les moyens, utilisent tous les moyens possibles, imaginables pour en avoir, etc. Et ça fait vraiment, c'est très, très, très artificiel. Au moins, ce qui est nappy, c'est naturel. Mais vraiment, moi, les cheveux qu'on ajoute, les trucs, le blanchiment de la peau, etc., etc., ça pose problème. Tout à fait. Merci. Quelle est votre opinion par rapport oui, à... les solutions viendront par la voie de l'éducation. Oui, c'est la seule solution. Il faut forcément que les éducateurs, les communicateurs, les hommes des médias se sentent interpellés et convoquent l'admiration, le regard admiratif sur ces beautés naturelles. Oui, si vous me permettez, nous, à la Belle TV, vous avez vu le dress code, vous avez vu la manière dont les gens... Et nous sommes en train de faire bouger les lignes. Oui. Quand je dis partout, dans tous les pays africains, les gens qui nous regardent, les télévisions, tant nationales que privées, commencent à faire comme nous. Oui. Il était impensable de venir sur un plateau avec nos tenues comme ça. Mais c'est nous, comme nous sommes avec nos chemises dans nos réalités. Exactement. Et nous l'imposons, les colliers, les pagnes africains, notre manière d'être, comme je le dis, etc.
Et je suis sûr que d'ici peut-être une dizaine d'années, ceux qui ne feront pas comme nous seront considérés comme des épiphénomènes à éviter à tout prix. Ça, on l'a vu d'ailleurs dans tous les décors de label. On a senti cette forme d'africanité ou d'africanisation. Y compris sur les fonds bleus. Vous avez vu votre plateau? Tout à fait. Pourquoi on va toujours vers les... Pourquoi on fait... Mais quand les Européens mettent le fond bleu, mettent des trucs blancs, etc., liés à leur couleur de la peau, nous, on va faire exactement la même chose. Si c'est pour faire... On ne pourra pas. Ils ont des budgets qui dépassent les budgets de nos États. Une chaîne de télévision a un budget qui dépasse le budget de n'importe quel État africain. Et vous voulez faire la même chose que... Faisons les choses comme nous sommes, naturellement, en utilisant nos décors, nos paysages, notre soleil, nos pluies, nos forêts. Voilà. Merci, M. Sylla. Votre point de vue sur ce qu'il a dit là, cette sorte de prostitution, de dénaturation de la musique en mettant des mots. Non, c'est qu'aujourd'hui aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde, il y a les chanteurs, les cantateurs, il y a du tout. Chacun se lève, tout le monde est artiste, tout le monde dit tout, tout le monde sait tout. Et c'est ça un peu les drames. Également, vous avez interpellé les pouvoirs publics, les éducateurs, mais y compris les artistes en leur propre sein, doivent avoir des ordres professionnels comme ils le font dans les autres métiers, avoir des critères en matière de droit d'auteur, de régularité, et savoir que quand il y a des gens qui ne doivent pas être du métier, ils ne peuvent pas être du métier. Également, nous autres radiodiffuseurs, nous, il y a des choses que nous ne diffusons pas, c'est clair. Merci Mactar Sylla d'avoir accepté de nous accompagner tout au long de cette émission. Merci Innocente de garder cette coiffure bien africaine. Merci Souley d'avoir contribué également à interroger, à comprendre mieux M. Sylla. Merci d'avoir suivi Expression. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.